J'ai le plaisir d'être l'animatrice de cette table ronde et c'est une tâche qui me fait particulièrement plaisir étant donné la thématique. Alors moi j'ai eu l'occasion, là j'arrive plutôt à la fin de mon mandat, je dirais entre guillemets, de mon action en tant que déléguée du Parlement européen des Jeunes pour l'eau. Ça m'a permis de pouvoir appréhender ces enjeux d'éducation des jeunes, du rôle des jeunes dans les prises de décision. Alors, on a eu la chance d'avoir Barack Obama à l'occasion de la soirée d'ouverture de cet événement du Power Earth Summit, qui nous a rappelé le rôle fondamental de l'éducation des jeunes, puisque la jeunesse, c'est le pilier fondamental de la transition écologique, car ce sont eux les porteurs des solutions de demain. Alors, on s'est interrogé avec les intervenants ici présents, savoir qu'est-ce qu'on définit jeune. Je pense que tout le monde ici se définit jeune d'ailleurs, hein, dans sa tête. On s'est plus ou moins quand même accordé sur une définition, on dirait, de 3 à 25 ans, 27 ans selon la SNCF. On va aborder aussi la question de la jeunesse à travers le cadre scolaire, mais aussi à travers le cadre extrascolaire, mais aussi on va aborder les enjeux d'inclusion sociale, puisque on a aussi parfois certains jeunes qui sont en dehors de ces cadres-là. Donc comment est-ce qu'on arrive eux aussi à les intégrer dans cette transition écologique ? Avec nos intervenants, nous allons aborder donc quelles sont les méthodes d'enseignement, comment les adapter pour sensibiliser les jeunes à la transition écologique, énergétique et climatique, et surtout comment transformer cet engagement, cette conscience en engagement actif. Et enfin, on va se poser aussi la question qui est, selon moi, fondamentale. Quel rôle donner à la jeunesse dans cette transition écologique? Ça va être une question qu'on va aborder plutôt à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup Coralie Noël, David Guylaine Hierso, et Frédéric et Jérôme Guibert, de votre présence. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Coralie Noël. Merci beaucoup de votre présence. On est ravis que vous soyez là. Vous êtes haute fonctionnaire au développement durable et à la transition écologique au ministère de l'Éducation. Pouvez-vous décrire au sein de votre ministère, décrire le plan d'action pour cette transition et l'éducation aux jeunes dans cette mission éducative que vous avez ? Merci. Le micro fonctionne bien, je crois. Oui, merci. Alors, je suis au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, la haute fonctionnaire au développement durable de ce ministère. Il y en a un ou une par ministère. Et là, dans ce ministère-ci, on a une mission essentielle qui est spécifique, c'est celle de la transmission. Là, on est vraiment dans un enjeu très spécifique par rapport à d'autres ministères, c'est celui de transmettre aux autres générations. Et j'ai le plaisir d'œuvrer en ce sens pour que les politiques éducatives et les politiques de jeunesse intègrent cet enjeu. Enjeu qui est pris en compte par l'éducation nationale depuis un long moment déjà, depuis un certain nombre d'années, avec des débuts même dès les années 70 dans le cadre d'une éducation à la nature, mais ça s'est renforcé au fil du temps. Et on assiste à un très grand renforcement ces dernières années, et avec un nouveau plan d'action qui a été publié en juin 2023 comme une nouvelle pierre à l'édifice. Ce que je peux souligner aussi, c'est qu'on veille à intégrer ce levier de l'éducation aussi dans les stratégies interministérielles sur lesquelles nous travaillons avec les autres ministères, dont le ministère de la Transition écologique ou le ministère de l'Agriculture, de façon à ce que ce levier éducatif soit bien pris en compte dans les plans d'action pour la biodiversité, pour le climat, pour la mer, etc. Alors, notre plan d'action, il repose sur deux piliers essentiels, la connaissance et l'action. Ça rejoint ce que vous disiez, effectivement. On veille à ce que, en faisant agir les élèves, ça contribue à leurs apprentissages. Et en fait, connaissance et action s'alimentent l'un et l'autre. Alors, concrètement, en ce qui concerne les programmes scolaires, là, on est dans le domaine de la connaissance, ces programmes ont été révisés, ils ont été renforcés sur la biodiversité, sur l'eau, sur le changement climatique. On veille également à ce que les enseignants travaillent de plus en plus en interdisciplinaire. Ça, c'est quelque chose d'important pour bien comprendre les interactions entre tous les sujets du changement climatique et de la transition énergétique. Et tout récemment, une nouvelle pierre à l'édifice, c'est le référentiel de compétences EDD
que nous avons publié en octobre dernier. Ce référentiel, c'est un cadre de référence pour tous les enseignants. Et il s'inspire de référentiels européens et internationaux, mais on l'a adapté à la France. Et c'est vraiment le cadre de référence des enseignants dans toutes les disciplines. Donc, il a été publié en octobre et il est en train d'être complété par différentes thématiques sur le changement climatique, la biodiversité et les écosystèmes, sur la crise des ressources naturelles, etc. On complète cela depuis un moment déjà avec des projets pédagogiques. Là, c'est la partie plus active, action, des projets concrets qui sont menés dans l'établissement ou alors à l'extérieur, autour, avec des partenaires de l'école. En fait, on fait participer les élèves à ces projets pédagogiques concrets. Ce qui conduit notamment à ce qu'on appelle la labellisation E3D. Alors on labellise des établissements scolaires qui font l'effort à la fois d'intégrer la transition énergétique écologique dans les programmes, les enseignements et aussi dans les actions pédagogiques et également à l'échelle de l'établissement. C'est-à-dire qu'ils font participer les élèves à des actions concrètes de réduction de la consommation énergétique, par exemple. Donc, ce qui permet aux élèves d'appliquer concrètement dans leur lieu de vie et de faire le lien avec les connaissances acquises en cours. Alors aujourd'hui, on a 12 500 établissements labellisés, ce qui est beaucoup. Ça représente une bonne proportion, plus de 20% des établissements scolaires. Et le but, c'est d'atteindre 20 000 d'ici 2 ans et 100% d'ici 2030. Et je voudrais passer à l'engagement en disant que depuis 2020, on a demandé à ce que des éco-délégués soient élus dans chacune des classes de collège et de lycée. Et donc aujourd'hui, potentiellement, ça fait 250 000 élèves qui sont ainsi engagés concrètement dans leurs classes, dans leurs établissements. Et on a un prix de l'action éco-déléguée qui a été lancé en même temps, en 2020. Donc on est à la 4e édition. Et pour info, puisque le thème c'est la transition énergétique aujourd'hui, on a justement prévu un prix spécial de sobriété énergétique pour le prix de cette année. L'engagement, c'est aussi les missions de service civique, vous le disiez, et le SNU, Service national universel. Donc, alors, on n'appelle pas ça un service nature, mais effectivement, il y a un objectif du président de la République qui est de développer un service civique écologique. Donc ça, c'est en voie d'élaboration. Et le service national universel, par ailleurs, également, a été coloré, mais vivement coloré, par une dimension environnementale et écologique aussi, avec deux composantes qui peuvent être choisies par les classes et leurs enseignants sur l'environnement, la prévention des risques. Dans mes missions, j'ai ça aussi, c'est faire la continuité entre l'enseignement scolaire et l'engagement dans d'autres dispositifs qui sont offerts à la jeunesse. Encore un mot pour vous dire que tout cela s'appuie sur un réseau de personnes très engagées. Dans les académies, nous avons nommé des chefs de mission académiques EDD qui sont chargés de piloter cette politique éducative auprès des recteurs. Et donc vous en avez un très bon exemple à mes côtés qui est David Guilherme qui indiquera tout à l'heure comment c'est piloté au niveau académique dans l'académie de Rennes. Et puis au niveau des établissements, on a des référents EDD d'établissements. La plupart du temps, ce sont des enseignants qui sont chargés à la fois de faire vivre le sujet avec les autres enseignants et avec les éco-délégués dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et encore un mot pour préciser l'importance des partenariats qui sont noués à l'échelon national, à l'échelon académique, à l'échelon local, avec les associations, avec des établissements publics. Je pourrais y revenir tout à l'heure s'il y a des questions, mais c'est vraiment un pilier très important de l'éducation au développement durable, et on a toutes sortes de partenariats dans ce domaine-là de la transition énergétique. Voilà, et encore un mot pour dire qu'on a publié récemment un guide Agir pour la transition écologique dans les écoles, les collèges, les lycées, qui donne des exemples d'actions possibles dans différents domaines, dont l'énergie. Et tout cela donc, a été rassemblé dans le plan d'action de juin 2023 pour remobiliser encore et plus l'ensemble des acteurs sur ces sujets.
Donc voilà pour moi, et puis on pourra revenir sur certains points ensuite si vous avez des questions. Effectivement, en tout cas, oui, vous avez parlé de la question des partenariats. Ce sera un sujet qu'on pourra aborder tout à l'heure. Vous avez fait la transition avec David Guilherme. Vous travaillez donc à la région académique de Rennes, en Bretagne. Votre mission, vous êtes chef de la mission régionale académique éducation et développement durable et délégué régional académique à l'éducation artistique. Et comme nous disait justement Coralie Noël, est-ce que vous pouvez nous parler de la retranscription de cette mission au sein de votre académie, et aussi la question qu'est-ce qu'implique l'éducation des jeunes au développement durable et à la transition écologique? Alors, merci. Alors, en Bretagne, vous avez dit que j'avais une casquette, effectivement, mission éducation et développement durable, mais aussi éducation artistique et culturelle. Et en réalité, nous pilotons ça en Bretagne dans un grand pôle qui regroupe à la fois une délégation régionale à l'éducation artistique et culturelle, la mission éducation et développement durable, le centre local d'éducation aux médias et à l'information, ce qu'on appelle la CARDI, c'est-à-dire la cellule académique recherche, développement, expérimentation et innovation. Pourquoi diable mettre tout ça dans un même pôle ? En fait, vous connaissez peut-être l'adage on ne défend la beauté du monde que si on la rencontre. Et finalement, ici, les arts étaient une façon joyeuse de communiquer la science et de découvrir le monde. Tout ça, ça se marie en fait très bien. Beaucoup de projets d'éducation et développement durable sont en fait des projets liés à une rencontre aussi des élèves et des jeunes avec la nature et un environnement qui est propice à la rencontre aux sensibles et donc à la création artistique. Beaucoup de ces politiques publiques, en fait, se convergent l'une vers l'autre. Donc, cette vision qui est portée par le recteur de région académique, c'est une vision un peu de décloisonnement. Chaque politique publique, évidemment, a ses référentiels, a ses objectifs, mais quand on peut essayer de les marier un peu plus ensemble sur le terrain, c'est aussi porteur de sens pour les élèves, facilitateur pour les enseignants. Donc, le côté sensible, je l'ai évoqué. Et dans le champ de l'éducation artistique et culturelle, on y intègre la culture scientifique, technique et industrielle. Et en réalité, quand même, l'éducation au développement durable, c'est aussi une éducation scientifique. C'est-à-dire une éducation qui se fonde sur des faits. Quand on parle d'énergie, par exemple, il faut objectiver un certain nombre de faits pour construire des idées et peut-être après accompagner la construction d'une opinion citoyenne, mais fondée sur quelque chose de scientifique. Donc, et d'ailleurs, si je fais le parallèle avec les artistes, j'en prendrai qu'un, très célèbre, Léonard de Vinci, pour lui quand même, l'art a été aussi un vecteur de connaissances scientifiques. Donc, encore une fois, décloisonnons, essayons d'avoir cette vision un peu intégrative des politiques publiques. Je fais le lien aussi avec l'éducation aux médias et l'information, parce que qu'est-ce qu'une information ? C'est tout un sujet quand même, et notamment quand on aborde des sujets parfois sensibles, comme ceux qu'on nous porte au sein du ministère de l'Éducation nationale, d'éducation et développement durable. Il y a des sujets qu'on appelle parfois des questions socialement vives. Sur l'énergie, il y en a plein. Et dans la sphère médiatique dans laquelle baignent nos élèves, eh bien, la question de la discrimination d'une information journalistique est évidemment essentielle. Et enfin, l'innovation pédagogique, sur ce premier point. Les éducations transversales comme l'éducation au développement durable, elles sont en elles-mêmes porteuses d'innovation pédagogique, notamment dans la forme scolaire. Regardez, quand on parle, vous avez sans doute entendu faire l'école dehors, ou des projets qui sont portés par le ministère de l'Éducation nationale, des aires éducatives. C'est une façon de faire l'école dehors, mais c'est une autre façon d'enseigner. C'est de l'innovation pédagogique, en fait. Et l'éducation au développement durable porte de nombreuses innovations pédagogiques dans le cadre scolaire, dans la forme scolaire et dans les apprentissages, dans la mise en synergie des enseignements, parce qu'en réalité, et j'aborde un peu le deuxième projet, enfin la deuxième question, l'éducation au développement durable, elle est fondée dans les programmes scolaires, comme l'a rappelé Coralie Noël, mais elle vise aussi à mettre en synergie les enseignements, parce qu'aucun enseignement seul ne porte la réponse à une question d'éducation au développement durable. On dit que c'est une éducation complexe. La complexité, elle nécessite finalement la mise en synergie des enseignements pour aborder cette complexité. Je reviens juste un instant sur la Bretagne. Quelque chose qui est important, on a parlé de boussole avec Coralie Noël, c'est-à-dire les référentiels nationaux. Le recteur de la région académique Bretagne, lui, a inscrit au cœur du projet académique l'ambition que chaque enfant bénéficie chaque année de projets d'éducation artistique et culturelle et d'éducation au développement durable. En termes de pilotage, c'est quand même quelque chose d'important parce que le référentiel académique dont je parle, ce projet académique, c'est la boussole éducative de toute la communauté éducative bretonne.
Donc, moi, dans mon travail, c'est aussi un élément facilitant, hein, quand je m'adresse aux chefs d'établissement, aux inspectrices et aux inspecteurs, c'est notre orientation commune, notre ADN académie. Donc, c'est une impulsion forte, évidemment, ici en région académie. Et la façon dont on incarne cette politique publique de l'éducation en développement durable en Bretagne, l'idée du recteur, c'est de faire de la Bretagne une aire marine éducative régionale. Alors pourquoi ? Parce que la Bretagne, c'est la région de France qui a le plus long trait de côte, devant nos amis les Corses. Je dis toujours parce que la Corse est une île, mais le linéaire côtier breton est plus grand, en réalité. Donc, l'idée de ce projet, c'est de dire que chaque jeune breton, quel que soit son lieu de vie sur le territoire breton, a une relation singulière à ce qui fait patrimoine en Bretagne, c'est-à-dire la mer. Mais c'est un patrimoine naturel, mais c'est aussi son patrimoine culturel, artistique, un patrimoine économique, hein, et un patrimoine culturel au sens large. Donc, nous essayons d'incarner ce que porte le ministère de l'Éducation nationale, nous, en Bretagne, à travers cette focale très particulière. Et je terminerai sur la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'implique d'éduquer au développement durable pour toutes les communautés scolaires. En fait, Coralie Loël l'a bien expliqué, c'est l'action et la connaissance, en fait. Donc, comment, en réalité, on passe du développement durable à une éducation au développement durable? Comment on passe d'éco-gestes essentiels, formation citoyenne des élèves, j'apprends à faire des économies d'énergie, on a des programmes scolaires, des programmes éducatifs qui portent ça, mais à une ambition éducative. L'ambition éducative, c'est à la fois, je reprends en fait les 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle, mais qui me semblent parfaitement appropriés. La transmission de connaissances et de compétences, des pratiques, les pratiques de démarche scientifique, et la rencontre avec des scientifiques et ou des acteurs du territoire. Voilà ici 3 dimensions qui portent un projet éducatif ambitieux pour nos jeunes. Et donc l'idée, c'est de permettre aux élèves de comprendre les éléments, ce qui fait débat, donc l'éducation complexe que j'évoquais, pour évidemment faire des choix éclairés. Et là, c'est donc l'éducation à la citoyenneté. Voilà. Donc sur l'engagement après des jeunes, et je m'arrêterai là, les éco-délégués, nous avons fait un choix en Bretagne, par exemple, d'animer ce réseau dans une grande assemblée régionale. On a créé en fait une sorte de haut conseil à l'éducation artistique, culturelle et développement des jeunes, avec des ambassadeurs culture, des éco-délégués qui se réunissent en assemblée plénière et dans un conseil qui rencontre les autorités. C'est-à-dire, il faut traduire concrètement la parole des jeunes. C'est pas simplement donner la parole aux élèves, il faut que cette parole se traduise dans des actions concrètes. Donc, on les met aussi en relation avec les élus du Conseil régional des jeunes. Ils rencontrent des élus, ils rencontrent les autorités de l'État, c'est-à-dire les services déconcentrés, le recteur qui représente le ministre en région académique, et donc ils peuvent s'exprimer devant ces autorités et faire des propositions concrètes que l'on suit par ailleurs dans la continuité de leurs propositions. Donc voilà peut-être ici en quelques mots, puis après on pourra poursuivre évidemment avec vos questions. Merci beaucoup, David. Guyane Herzog, j'ai vu que vous semblez approuver tout à fait ce que disait David Guilherme. Donc vous êtes trésorière de l'association Les Petits Débrouillards. Et à ce titre, est-ce que vous pouvez parler justement du rôle des associations dans l'éducation des jeunes à la transition écologique? Vous me permettrez, je parlerai d'abord des Petits Débrouillards et effectivement des partenariats. Et bien évidemment, j'approuve et j'abonde. Dans le sens, j'ai d'ailleurs sorti, moi, pas toute la littérature, mais un peu de littérature. Et je parle de droit culturel et scientifique. Ici, on voit bien la tournée des tiers-lieux, donc tous nos partenariats. Mais bon, je vais quand même essayer de suivre un petit peu mon papier que j'ai quand même voulu préparer pour pas être trop bavard, parce que j'ai un grand défaut, je suis bavard, n'est-ce pas, Jérôme? Voilà. Bon, quand même, j'ai des petites choses à dire. En fait, le réseau des Petits Débrouillards, qui, depuis près de 40 ans, participe à un mouvement, c'est un mouvement permanent d'éducation populaire. J'espère que vous connaissez un peu tous l'éducation populaire, mais c'est pour une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées. Il contribue donc à développer l'esprit critique et à élargir les capacités d'initiative de chacune et chacun par l'émancipation. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s'épanouir individuellement et collectivement par des parcours de citoyenneté, on y vient, active et démocratique.
À l'heure où les crispations se multiplient, prennent des formes diversifiées, de plus en plus radicales, voire violentes, les situations où le vivre ensemble est mis à mal sont de plus en plus fréquentes, comme vous le constatez chacun, chacune. La démarche scientifique permet de se questionner, c'est ce que tu disais, d'identifier, de construire, de déconstruire les préjugés. Il ne faut pas négliger les inégalités sociales et inégalités environnementales. Chacun, chacune, quel que soit où il naît, NAIT, et quel que soit l'endroit où il est, EST, il doit pouvoir accéder au savoir et connaissances pour comprendre le monde. Savoir-être, savoir-faire, pour savoir agir et faire comprendre. L'éducation populaire, donc les petits débrouillards, c'est aller vers. Les petits débrouillards le font avec des camions, des vélos, des triporteurs, des tentes, en bas des immeubles, sur les territoires ruraux et urbains. Les approches éducatives et sociales se font donc dans les murs, hors les murs, vous en avez parlé. L'enfant passe moins de 20% de son temps à l'école. Échange, prévention, partage, pour une transformation sociale et environnementale. C'est pourquoi les petits débrouillards sont membres de plusieurs collectifs, la plateforme RSE, des sociétés savantes, le mouvement associatif, le pacte du pouvoir de vivre, qui a mis d'ailleurs en place une école du pouvoir de vivre pour des jeunes de 18 à 35 ans, où sont abordées des questions, bien évidemment, économiques, sociales et environnementales. Quel est notre objectif? C'est la solidarité, la démocratie, le débat sans se battre, l'échange, le partage, le collectif, la culture, l'éducation aux sciences, la reconnaissance de l'intérêt général et mettre en exergue les biens communs. Participer au débat pour un développement local partagé. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil? J'ai parlé tout à l'heure des camions de ça, mais des ateliers, des formations, des expos, photos, autres, des rencontres artistiques, des films et vidéos sont réalisés, tout pour être partagé et utilisé pour construire ensemble. Tout ça, vous pouvez tout retrouver sur nos sites, c'est ouvert. Et ainsi, en 2021-2022, nous nous sommes interrogés pendant la tournée des tiers-lieux avec des membres de la Convention citoyenne climat sur comment mettre en œuvre les 149 propositions. Il y a déjà le législatif et le réglementaire, mais les directives, bien sûr, et notamment quelle infusion sur les territoires. On en parle. On fait des COP étendues, quand il y a les COP climat, COP biodiversité. L'UICN, on était à Marseille sur la question de la biodiversité, on est toujours présent. Et on fait un festival qui s'appelle Faire autrement, au fin ministère de Guise, c'est en Picardie. C'est l'innovation sociale et on a un festival du 30 mai au 2 juin pour, donc avec plein de collectifs, j'ai les éléments ici si vous voulez, plein de collectifs pour débattre, pour faire institution autrement et pour partager. Et comme on dit, il est souvent trop tard pour les parents, mais il n'est jamais assez tôt pour les enfants. Albert Jacquard. Et comme disait aussi Aimé Césaire, un petit pas fait ensemble vaut mieux qu'un grand pas solitaire. Mais il convient de mesurer tout ce qui peut être mesurable et rendre mesurable ce qui ne l'est pas. Qui a dit ça? Galilée. Eh bien, comment par l'éducation aux transitions écologiques en général et des transitions énergétiques en particulier. Des actions pour les jeunes, des actions, des projets que nous proposons aux jeunes et moins jeunes, reposent donc sur la pratique des sciences, activités scientifiques, sur des thèmes en lien avec les transitions écologiques, changement climatique, énergie, biodiversité, etc. S'approprier la démarche et les savoirs scientifiques qui permettent de comprendre le monde et les événements qui s'y déroulent, du local au global. Accès aux droits scientifiques, techniques et culturels. On se retrouve tous, hein. Heureusement. Favoriser la curiosité. Car, comme disait Pierre-Gilles de Gênes, la curiosité est le ferment de la pensée et la débrouillardise est le ferment de l'action.
Et oui, développer une démarche, méthode pour questionner et explorer, une démarche d'investigation. Développer les pratiques de débat, argumentation. Car la réflexion sans l'action est un rêve, l'action sans la réflexion est un cauchemar. Devoir prendre en compte la complexité. Cher à Edgar Morin, qui disait « Je tiens pour impossible de connaître le tout si je ne connais les parties, et de ne connaître les parties si je ne connais le tout. » Et donc, il faut qu'on développe l'envie d'agir et de participer aux initiatives. Donc, les petits débrouillards sont sur le terrain. On est sur tout le territoire national et aussi à La Réunion. On a aussi des partenaires en Allemagne, en Belgique et tout. Mais sur le terrain, on est là, on a différents lieux, on intervient, comme je le disais tout à l'heure, dans les zones urbaines, au pied des immeubles, en ruralité, et on utilise tous les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure pour aller vers les jeunes, les moins jeunes. On parlait des jeunes dans les zones prioritaires, mais aussi le monde agricole. Il y a des besoins partout, quel que soit le quartier où on est. Il y a des gens, comme je le rappelle, les jeunes et les moins jeunes. L'école n'est que dans les murs, c'est qu'une partie de la vie. Et donc, il est essentiel qu'il y ait des associations avec des partenariats pour faire lien avec tous ces jeunes et leur donner l'envie d'apprendre, bien évidemment, mais aussi de se comprendre ce monde et les difficultés de ce monde et montrer, comme ça a été dit aussi, comme je crois que c'est Coralie qui a parlé, de la complexité. Et comme j'ai repris la phrase d'Edgar Morin, comprendre que ce monde, on est en interaction, en interdépendance avec toutes les décisions. C'est pour ça aussi, et je terminerai là-dessus, que nous faisons partie de tous ces collectifs, qu'on ne travaille pas, j'aurais pu parler d'autres collectifs, dont l'éducation au développement durable, le CNEDD, et dans les sociétés savantes, avec des scientifiques, attention, toutes nos réflexions, nos expositions, nos différents débats, c'est toujours en lien avec des scientifiques, avec des experts et des jeunes. Mais en même temps, comme on dit, c'est pas parce que c'est complexe que ça soit d'une part compliqué, et aussi on fait tout ça avec le sourire, parce qu'il est important, je terminerai revenir là-dessus, qu'on le fasse avec le plaisir. Et quel que soit l'endroit où nous allons, on parlait d'artistes et tout, on utilise tous les moyens pour tous les jeunes. Et je peux vous assurer que les jeunes, quel que soit, je me répète, excusez-moi, mais c'est important, quel que soit l'endroit où l'on est et où l'EST, on doit pouvoir avoir accès à toutes ces possibilités du monde. Et d'ailleurs, les nouvelles technologies peuvent nous y aider, mais attention, vigilance, on travaille aussi beaucoup sur la réflexion, sur les fake news, puisqu'on sait très bien que dans nos domaines, dans les secteurs de la transition écologique, il y a beaucoup de fake news. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais comme on dit aussi en citoyen, citoyenne. Merci beaucoup, Guylaine. C'est effectivement l'association Les Petits Débrouillards est vraiment particulièrement active sur tout le territoire et on peut vous féliciter pour ça. Bravo pour tout le travail que vous faites. Je me tourne vers vous, Géraud Guibert. Donc vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes. Vous êtes également président de l'association, l'association, il me semble, de la Fabrique écologique. La fondation, pardon, de la Fabrique écologique. Et vous avez aussi contribué à la rédaction d'un rapport sur l'éducation des jeunes à la transition écologique et au développement durable qui est sorti en décembre 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des recommandations celles que vous avez apportées dans ce rapport ? Merci beaucoup et bravo pour tous ceux qui sont là, parce que c'est vrai que c'est quand même à une heure où on a le ventre vide ou le ventre plein. Quand on a le ventre vide, on a envie qu'il se remplisse, et quand on a le ventre plein, on a tendance à légèrement somnoler. Donc bravo en tout cas à tous ceux qui sont là. Et puis je me réjouis de participer à cette table ronde. Je me disais en t'entendant, Guylaine, que j'espère que pour les parents, c'est pas trop tard quand même. J'espère. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être, compte tenu de l'importance et de la qualité de ce que tu fais, il manque peut-être en effet une association qui s'appellerait les Grands Débrouillards, peut-être, et qui permettrait d'avancer encore plus vite. Ils sont là, bah, c'est très bien. Alors, quelques éléments. Donc, la Fabrique écologique, j'interviens à ce titre, puisque je n'interviens pas au titre de la Cour des comptes, bien sûr, j'interviens au titre de la Fabrique écologique, qui d'ailleurs, je le signale pour vous tous, c'est une structure totalement ouverte, tout est sur notre site, et si vous avez envie de venir y travailler,
vous êtes évidemment les bienvenus. Vous verrez des tas de choses absolument passionnantes, de réflexion, de prise de position, de débat absolument passionnantes. Vous êtes les bienvenus. C'est vrai que j'ai été le rapporteur d'un rapport de la Cour qui est sorti à la fin de l'année sur l'enseignement supérieur et la transition écologique. Donc je vais évidemment me focaliser sur l'enseignement supérieur, même si je sais bien, et c'est vrai que c'est une remarque que Margot a faite en introduction et qui est extrêmement importante, que ça représente que 50% des jeunes. Et que donc, ça veut dire qu'il y a 50% des jeunes qui ne sont pas concernés par ça, ce qui quand même est un vrai sujet. Et je pense qu'il faudra qu'on l'aborde, nous en tout cas, on y a réfléchi à la Fabrique écologique, il faudra qu'on l'aborde à un moment ou à un autre. On aura Frédéric Matisse, je pense. Eh ben, c'est très pourra bien, en parler. c'est parfait. Mais en même temps, pour les étudiants, c'est évidemment un sujet majeur, à la fois parce que, comme ça a été dit, c'est un ensemble de sujets qui sont très importants pour le citoyen, bien entendu, et tous azimuts, je dirais presque, puisque ça change beaucoup de choses, mais en même temps parce que c'est des sujets qui, évidemment, vont aboutir à des transformations d'emplois importantes, et que donc il est très important que les étudiants soient bien formés aux emplois de demain, et pas simplement aux emplois d'hier. Hein. Ça me paraît une évidence, mais c'est bien de le rappeler. La deuxième chose que je voudrais rappeler très, très rapidement en introduction, c'est à quel point, et ça rejoint aussi une interrogation qui a été faite au début, à quel point ce sujet-là a évolué ces dernières années sous la pression des étudiants. Je crois que la mobilisation des étudiants, de la jeunesse sur ces sujets a été un élément absolument majeur des évolutions. Il y a eu quand même pas mal d'évolutions depuis 3-4 ans. Absolument majeur, même s'il y a encore beaucoup à faire, mais a vraiment joué une importance majeure. On le voit dans toute une série d'établissements. L'enquête l'a montré, où les étudiants étaient extrêmement mobilisés et où, de fait, ça a accéléré considérablement les évolutions. Et on le voit aussi dans certains établissements où il n'y a eu absolument pas de mobilisation des étudiants et où, au contraire, disons que ça n'a pas beaucoup bougé. Donc il y a vraiment, là, je trouve, un élément très important, et j'y reviendrai évidemment parce que c'est une des clés, évidemment, de l'évolution. Alors, deux remarques très, très rapides sur ce diagnostic et sur les conséquences qu'on peut en tirer. La première remarque, c'est que le système éducatif, en tout cas le système de l'enseignement supérieur, doit vraiment se transformer profondément et ne peut pas se limiter. Vous savez, il y a eu le rapport Jouzel qui a introduit l'idée qu'il fallait un socle commun dans les 2 premières années de l'enseignement supérieur. Ça, c'est évidemment tout à fait important. Même si moi, je me suis toujours dit, pourquoi c'est pas l'éducation nationale, pourquoi c'est pas au lycée que ce socle commun pourrait être fait, et pourquoi c'est dans l'enseignement supérieur. Mais bon, il y a du rattrapage à faire, donc c'est tout à fait important que les établissements mettent en place ce socle commun. Mais je voudrais aller bien au-delà. Il est tout aussi important qu'évidemment, les grandes écoles, les universités, orientent leur formation vers les métiers de demain. Et la troisième chose sur laquelle je voudrais insister, qui est encore plus important et qui ne fait que démarrer, c'est que l'ensemble de la communauté universitaire s'interroge sur le contenu des formations qui doivent être pratiquées dans l'ensemble des cours pour les étudiants. Je prends quelques exemples. Il est évident qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas enseigner le marketing comme vous l'enseignez hier, ne serait-ce que parce que le consommateur raisonne différemment et qu'il y a des enjeux d'économie circulaire, de sobriété, etc., que si vous ne prenez pas en compte, votre analyse marketing, évidemment, sera tout à fait fausse. Vous ne pouvez pas enseigner la comptabilité comme vous le faisiez hier, parce que, évidemment, tous les enjeux de comptabilité carbone, en particulier, doivent être évidemment pris en compte. Vous ne pouvez pas enseigner la gouvernance d'une entreprise, par exemple, sans prendre en compte les évolutions extrêmement fortes. La dernière directive européenne en date de reporting sur ces sujets, d'impact des entreprises sur leur environnement externe. Donc vous ne pouvez pas évidemment enseigner la gouvernance des entreprises si vous ne prenez pas en compte ces aspects-là. Donc tous les cours sont impactés par ces sujets. Et évidemment, la clé, une des grandes difficultés, c'est qu'il faut que les enseignants prennent en compte ça dans leurs cours, prennent en compte et adaptent leurs enseignements. Or, vous le savez, on ne règle pas le problème, ce genre de problème, en disant qu'il faut que les enseignements se forment. Ça, c'est une vision administrative. Les enseignements du supérieur, ils refusent de se former. Ils considèrent que c'est eux qui forment. Et ce qu'ils veulent, c'est réfléchir à leur matière et voir comment adapter leur matière. Et donc, nous, on a remarqué, dans toute l'enquête qu'on a faite, à quel point il était important pour que cette dynamique se mette en place, d'abord de ne pas parler de formation des enseignants, mais bien de parler d'évolution des cours dans laquelle les enseignants doivent réfléchir, et d'autre part, qu'il y ait une vraie dynamique d'établissement pour que les enseignants réticents, il y en a un certain nombre, puissent être entraînés dans la dynamique et se disent, par exemple, voilà ce qu'on dit dans nos cours, et voilà peut-être sur tel ou tel point où il faudrait adapter nos cours.
Et on a remarqué qu'il y a vraiment quelques établissements dans lesquels il y a eu une dynamique de changement sur le contenu des cours assez importante, et qu'aujourd'hui, ça reste encore tout à fait le démarrage, alors qu'à notre avis, ce serait évidemment extrêmement important que cette dynamique se prolonge beaucoup plus. Le deuxième point, et ça rejoint ce que je viens de dire, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est à quel point la transformation indispensable requiert la mobilisation de tous. Et là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont importantes à dire. Et moi, je me concentrerai, puisqu'on a peu de temps, sur l'essentiel, qui est de se dire il faut évidemment que les enseignants se mettent dans le processus. Il faut évidemment qu'il y ait, donc j'en ai parlé, de dynamique des établissements, mais il faut qu'il y ait des processus de valorisation de l'implication étudiante beaucoup plus importants que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques établissements qui, par exemple, donnent un petit bonus de notes, par exemple, quand un élève ou un étudiant est très impliqué dans des initiatives de transition écologique. C'est vrai qu'il y a quelques étudiants qui sont, y compris rémunérés, très faiblement, mais enfin qui sont quand même rémunérés pour un certain nombre d'apports qu'ils ont dans certains établissements. Mais il est très important qu'il y ait une démarche générale, complète, de valorisation de ces sujets par les étudiants. C'est d'autant plus important, et je terminerai là-dessus, que tout le monde doit en avoir conscience, et je suis sûr que vous en avez conscience, vous, de votre côté. Nous ne sommes plus du tout dans la situation d'il y a 3-4 ans. Nous sommes dans une situation où le climat, c'est le cas de le dire, n'est pas bon. À la fois, il n'est pas bon parce qu'il y a un réchauffement climatique, mais de façon générale, la façon dont est abordé les problèmes de la transition écologique et climatique depuis quelques mois donne l'impression un peu furieuse d'un processus assez général de volonté de retour en arrière. On pourrait prendre 10 ou 15 exemples, je ne vais pas le faire ici. Et donc, il est très important de bien prendre conscience que dans un contexte comme ça, qui n'est plus un contexte dynamique, la responsabilité des acteurs devient de plus en plus importante. Et que donc, il y a une vraie responsabilité de chacun d'entre nous. On essaye de jouer modestement de notre côté, mais on pense que l'ensemble de la société doit se mobiliser, que la responsabilité est très importante pour que, très concrètement, des choses se passent et des choses évoluent dans l'enseignement supérieur, puisque c'est ça notre sujet. Évidemment, ce raisonnement peut s'appliquer aussi dans d'autres sujets, mais encore une fois, le contexte n'étant pas très favorable, c'est très important. Et le dernier élément que je voulais introduire sur cet aspect de mobilisation, c'est qu'il est aussi important, y compris dans les établissements universitaires, que cette mobilisation se fasse avec des parties prenantes externes. Il faut sortir de l'entre-soi universitaire. Et les partenaires externes, ça peut être des scientifiques externes, ça peut être des associations ou des ONG, ça peut être des simples citoyens, ça peut être des gens qui justement ont envie de se former à la transition écologique, mais qui ne sont pas étudiants, des jeunes en particulier. Ça peut être beaucoup de choses. Mais il est extrêmement important qu'il y ait une ouverture des établissements sur ce sujet, et sur l'ensemble de leur environnement et sur la société, plutôt que de rester entre soi pour essayer de définir les meilleures solutions possibles. Voilà quelques éléments, j'espère que je n'ai pas été trop long, et quelques éléments de réflexion, en tout cas, pour ouvrir la discussion prochaine. Oui, bien sûr, on va avoir aussi un petit peu de temps après pour les questions avec le public. Merci beaucoup, Géraud. Et effectivement, vous avez commencé à faire la transition vers Frédéric Matisse tout à l'heure, en parlant justement de ces jeunes qui sortent du système scolaire. Comment les intégrer dans cette transition écologique ? Alors vous, Frédéric Matisse, vous êtes fondateur de la fondation Être, qui est donc l'école de la transition écologique. Alors, est-ce que vous pouvez raconter déjà la belle histoire inspirante de la création de cette fondation et surtout l'enjeu, comment intégrer tous les jeunes, sans exception, dans cette éducation et cette transition écologique ? Oui. Déjà, merci pour l'invitation, parce que les premiers échanges et les premières informations sont passionnantes, donc j'espère que je serai à la hauteur. Donc, comme peut le laisser trahir mon accent, je viens de Toulouse. Voilà. Et l'histoire, elle commence en 2004, en fait, où moi je travaille dans un foyer de jeunes placé par la protection judiciaire de la jeunesse. Et les questions d'environnement, de développement durable, on a changé un peu de terme au cours de l'histoire, mais en tout cas, commençaient à poindre dans le débat public. Mais je voyais que les jeunes avec lesquels je travaillais, qui étaient souvent des jeunes
déscolarisés, etc., ils n'étaient pas du tout impliqués dans ces questions-là. Et je me suis dit, en fait, l'intuition qui s'avère malheureusement vraie, c'est que les publics les plus fragiles, les plus en difficulté, ça va être, et maintenant c'est, les premières victimes des bouleversements climatiques que l'on vit. Mais ils n'étaient pas du tout concernés, on ne les concernait pas du tout sur tout ça, alors que normalement ils devraient être même presque des ambassadeurs de cette transition. Et donc j'ai commencé à parler de ces sujets de manière très théorique, parler d'effets de serre, de changement climatique, etc. Et le retour des jeunes a été assez direct de me dire bon, c'est hyper flippant, mais des questions flippantes, en fait, on a déjà à gérer au quotidien. Donc on va laisser ça de côté. Nous, on va plutôt s'occuper de notre vie déjà perso. Et bon, voilà, tout ça est flippant, mais ça nous intéresse, ça nous dépasse un petit peu, quoi. Donc un peu refroidi, je me suis dit mais comment je pourrais quand même les intéresser à ces sujets-là. Et donc l'idée m'est venue, moi je suis originaire d'un petit village à 45 km de Toulouse qui s'appelle Poucharamé. Certains disent que c'est le plus beau village du monde. Voilà. Et du coup l'idée ça a été de dire mais plutôt que moi d'aller dans les quartiers, donc les quartiers politiques de la ville de Toulouse, pour parler en fait théoriquement de cette transition écologique qui semblait un peu quelque chose de très éloigné, ben on va mettre les mains dans la terre. Voilà, parce que moi j'ai grandi comme ça. Et donc l'idée c'était de dire ben en fait on va pratiquer cette écologie, on va mettre les mains dans la terre concrètement et on va se saisir de ce moment de mise en action pour pouvoir parler de plus de théorie. Et c'est ce qu'on a commencé à partir de 2005 et ça a très très bien fonctionné. Très bien fonctionné parce que en fait il y avait une espèce de rendre concret des choses, de se rendre compte aussi que cette expérimentation, le fait de faire, en fait, de fabriquer, d'être très concret, ça permettait déjà c'était hyper positif, et de rendre concrètes un peu les choses autour de ça. Et encore un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que certains jeunes, en fait, et pas mal de jeunes finalement, me disaient, mais en fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est comme ça que je veux allier, en fait, ces thématiques plus larges, plus globales, qui sont un peu difficiles à appréhender, et aussi, moi, aller faire une formation de maçon en terre crue, ou d'installateur de panneaux solaires, ou de maraîchage bio, etc. Et je m'y attendais pas du tout. Et du coup, au début, j'ai fait un peu conseiller d'orientation. Donc les jeunes, on me disait, tu vas dans telle formation, etc. Et en fait, les jeunes, donc là, je parle de début des années 2000, c'est-à-dire que sur la formation, beaucoup de choses ont été faites. Mais à ce moment-là encore, il existait peu ou pas du tout de formation vraiment spécifique sur des métiers manuels à la transition écologique. Et donc les jeunes quasi systématiquement revenaient en me disant c'est trop théorique, ça ne parle pas du tout d'écologie alors que tu nous as vendu ça. Et un autre phénomène qu'on ne s'attendait pas, c'est les filles, quand elles se retrouvaient dans ces formations de métiers manuels, c'était assez violent pour elles de se retrouver au milieu de 15 gars dans des situations assez violentes. Et donc ils quittaient, ils n'y arrivaient pas. Et donc on avait donné envie, mais du coup on n'avait pas trouvé de solution. Et donc pendant 10 ans, je vais faire court parce que il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais pendant 10 ans, en gros, avec ces jeunes-là, on a créé des formations de plus en plus longues qui allaient de la découverte de ces métiers jusqu'à un premier diplôme de CAP menuiserie, spécialisé en économie circulaire en 2015. Et donc on avait tout un parcours comme ça de formation qui allait de la découverte de ces métiers jusqu'à la formation de diplômante. En 2015. Et donc on avait tout ce cursus et en fait avec discussion avec les jeunes, ils nous ont dit mais en fait nous on est déscolarisés mais là vous avez créé une école pour nous quoi. Et donc on s'est dit lançons, soyons fous, appelons ça une école. Et donc on a lancé en 2017 dans ce petit village la première école de la transition écologique qu'on appelait Être. Parce que, on va en parler, il y a toutes ces questions d'engagement, en fait c'était ça le cœur du projet. Il y a évidemment la question du parcours professionnel et de la formation technique, mais c'est quand même la question de l'être qui est essentielle. Et donc on a lancé ça en 2017, et ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est que c'était le 27 octobre 2017, et le 28 octobre, on a reçu des centaines d'appels. J'exagère pas, on a fait un buzz médiatique, mais à l'échelle d'un village de 160 habitants, c'est-à-dire qu'on est passé dans la presse quotidienne régionale, donc on a été très fiers. Et du coup, on a reçu des appels de partout. Ça fait une espèce de vague assez folle avec des gens de Bretagne notamment, d'un peu partout en France qui nous disaient mais
c'est trop bien cette école, comment on fait pour... est-ce qu'il en existe à côté de chez moi? Parce que votre petit village est quand même un peu loin pour venir tous les matins. Et on s'est dit, en fait, c'était pas du tout dans les plans, comme beaucoup de choses qu'on fait depuis 20 ans. Et du coup, on s'est dit, en fait, nous, on a mis 10 ans à créer cette première école. On va essayer de faire gagner un peu de temps aux collègues pour en créer d'autres, notamment face aux urgences qui existent. Et donc, on a créé un modèle, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de franchise sociale. Donc, on a aujourd'hui accompagné 20 écoles en France qui accompagnent un peu plus de 2000 jeunes par an autour de ces métiers de la compétences de la transition écologique. Et donc, nous, on est spécialisé sur ces jeunes qu'on appelle NEET, donc ni en emploi, ni diplômés, ni en stage. On estime autour de 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme. Ils sont à plus de 60% au chômage. En gros, il y a aujourd'hui en France 1,4 million, on dit, de jeunes qui sont dans cette situation-là, en sachant qu'il y a beaucoup d'invisibles. Donc, c'est un peu compliqué à savoir un chiffre exact. Mais il y a 1,4 million de jeunes dans cette situation-là. Et en face, l'ADEME, donc l'Agence de transition écologique, dit qu'il y a un peu plus d'1 million d'emplois qui vont être créés grâce à la transition écologique. Et donc on se dit, tiens, ce serait quand même marrant de faire coïncider ces deux chiffres. Et on ne va pas former 1 million de personnes, mais en tout cas, on s'y attelle depuis 2017. Merci Frédéric, c'est vraiment passionnant. Bravo en tout cas pour la belle histoire de cette école. Avant de passer aux questions dans le public, moi j'avais aussi une question qui était donc la place que l'on peut donner aux jeunes dans cette transition écologique. Est-ce que, et surtout comment faire pour éviter que toute la responsabilité pèse sur leurs épaules? Je pose la question à tous, vous intervenez comme vous le souhaitez, si vous avez quelque chose à dire. Guylaine, je vois que vous saisissez du micro. Oui, mais je veux dire, les jeunes sont inhérents à la société, donc ils sont intégrés. La responsabilité, où je vous suis, la responsabilité, elle est sur leurs épaules comme sur les autres personnes, jeunes et moins jeunes. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, et on en parle souvent, c'est la culpabilisation. Donc, on est là, nous, pour faire prendre conscience, si tant est qu'il n'ait pas conscience. Et je rejoins d'ailleurs, on a des bureaux aussi à côté, à la Césure, avec Être, mais c'est de prendre en compte tous les profils. Et souvent, comme le disait d'ailleurs Géraud, on ne met en avant que certains profils. Alors les profils, souvent on dit des quartiers, pour telle ou telle raison, ou alors les profils des grandes écoles pour telle ou telle raison, mais on est tous, quels que soient, je le disais, les endroits où l'on est, où on est né, on est tous concernés, mais attention, ça a été dit, très bien dit aussi, sur la question des inégalités sociales, inégalités environnementales, inégalités économiques. Donc, ce n'est pas une question de faire peser tout cela sur les jeunes. Ils font partie de la société. Je ne vais pas vous reprendre mes propos, les phrases que j'ai sorties, mais ils font partie de la société et ils doivent se sentir inclus, quelle que soit la situation où ils sont. Et surtout, je me répète, pas de culpabilisation, faire comprendre pour que les jeunes s'engagent, agissent. Et je veux dire, alors je sais que moi aussi, je ne suis pas toujours dire les petits colibris, une addition, non. On est dans la complexité, on est dans une approche collective et on est tous interdépendants. Donc c'est la responsabilité de tous et de toutes. C'est bien pour ça aussi que nous, au sein de certaines instances, on parle aussi des entreprises. Et je terminerai vraiment là-dessus, ce que je trouve formidable avec Être, moi qui ai travaillé aussi dans un grand groupe sur les services à l'environnement, la formation et la valorisation de ces métiers. Plus ça va, c'est vrai que ça commence à arriver. Enfin, je veux dire, ça devient plus important. Mais la valorisation de ces métiers et ne pas prendre en compte que les grandes écoles et ceci, on a besoin de tous et de toutes dans tous les métiers, tous les profils, et c'est ça qu'il faut faire. Voilà, je pense, et c'est la valorisation de ces métiers, notamment dans les services à l'environnement, dans la santé, l'accompagnement. L'essentiel, tous les services pendant la Covid, on a parlé des services essentiels, c'est ça aussi, remettre en avant. Moi, je travaille aussi un peu sur les questions de santé, les accompagnements, les aidants. Il faut qu'on pense à tout ça parce que c'est pas... Alors, je rigolais parce que et puis j'arrête, parce que vous voyez, quand je vous ai dit que j'étais bavarde, transition énergétique, c'est transition écologique,
transition sociale, comment allons-nous faire pour avancer tout ça? Et dedans, bien évidemment, il y a la transition énergétique, mais tous les cinq, on n'a pas abordé la question en tant que telle, parce qu'il y a des grands experts ici, mais dont tu fais partie d'ailleurs. Mais je pense que c'est important de comprendre cette interdépendance. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Je veux simplement ajouter un mot, je suis tout à fait d'accord avec Guylaine, ajouter un mot, je pense, important. Il y a en effet la tentation chez une partie de la jeunesse de l'éco-anxiété, de la résignation par rapport à des choses qui n'avancent pas assez vite, ou à l'inverse, de la radicalité par rapport à des choses qui n'avancent pas assez vite. Et je trouve que la question de l'enseignement supérieur que je viens de citer est un exemple absolument parfait, qui a été, même si aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais à quel point on peut avancer plus vite à partir du moment où il y a une vraie mobilisation, en particulier de la jeunesse, sur des sujets concrets, avec des idées concrètes, et où cette mobilisation se fait ensuite en dialogue avec ceux qui sont amenés à décider. Et je pense que, honnêtement, la transformation de l'enseignement supérieur, qui, encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à faire, etc., mais est un assez bon exemple du fait que tout ce qui a été créé par la jeunesse et une partie des étudiants il y a 3-4 ans a été utile et est utile. Donc je pense qu'il faudrait, moi c'est toujours mon regret, je pense qu'il faudrait s'en inspirer pour d'autres choses, c'est-à-dire s'en inspirer sur l'idée qu'il faut qu'il y ait une mobilisation, mais sur des transformations concrètes. Et je pense que l'absence de mobilisation est évidemment dommageable, mais la mobilisation sur uniquement de la protestation, finalement, je ne pense pas que ça fasse avancer grand-chose. Je la comprends, mais je ne pense pas que ça fasse avancer grand-chose. Je pense vraiment que la mobilisation, si elle débouche sur des idées concrètes, des propositions concrètes, et ensuite des discussions avec ceux qui sont amenés à décider, je pense que ça peut être extrêmement porteur. Oui, Coralie, vous voulez réagir? Oui. Alors, en complément, les jeunes, de toute façon, font partie intégrante de la société. Donc, ils sont bien évidemment de nature à être associés et à intervenir directement dans ce qui touche l'évolution de la société. D'ailleurs, je trouve qu'on dit souvent, trop souvent, les citoyens de demain. Mais en réalité, ils sont bien évidemment les citoyens d'aujourd'hui, déjà. Et ils se sont beaucoup mobilisés il y a quelques années. Effectivement, c'était notamment les mouvements pour le climat. Et ça a joué un rôle important dans les renforcements dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des politiques éducatives du ministère. Et c'est d'ailleurs, suite à cela, ils ont été intégrés dans des commissions consultatives à toutes les échelles, nationales, académiques, locales, et ils font partie intégrante des différents acteurs qui construisent ces actions éducatives. Alors on a par exemple, au-delà des éco-délégués dont je parlais tout à l'heure dans toutes les classes de collège et de lycée, il y a des éco-délégués qui représentent également les élèves au niveau de l'établissement, dans le cadre d'un conseil de la vie lycéenne, et dans lequel les sujets écologiques sont abordés à l'échelle de l'établissement. Et puis à l'échelle académique, au niveau des rectorats, il y a ce qu'on appelle des CAVL, des conseils académiques de la vie lycéenne, où ces lycéens, notamment des lycéens éco-délégués, font partie intégrante de ces conseils. Et au niveau national, également, c'est pareil. On a le CNVL, le Conseil national de la vie lycéenne, avec également des éco-délégués à l'échelon national qui portent la voix de leurs camarades au niveau national. Et ils sont impliqués de plus en plus dans l'évolution des dispositifs éducatifs. Après, je pense qu'il faut aussi distinguer le cas des jeunes en situation scolaire et le cas des jeunes dans l'enseignement supérieur, en tout cas, parce que déjà, c'est pas le même âge, donc ils sont pas aussi dans le même contexte. Et dans le contexte d'apprentissage où les élèves sont à l'école, de la maternelle jusqu'à la fin du lycée, on veille tout de même aussi à ce qu'il n'y ait pas une charge trop lourde qui passe sur leurs épaules. Je reviens à votre question de tout à l'heure, parce que c'est quand même important. D'une part, on cherche à leur faire comprendre, à leur donner les moyens de s'engager, mais on ne veut pas non plus leur donner la pression pour s'engager. On leur donne les moyens de... Après, ça relève quand même de la responsabilité individuelle. Mais ce qui est important, c'est que l'école transmette les moyens de le faire. Et de comprendre pourquoi, c'est important. En revanche, on veille à ce que la pression ne soit pas trop forte sur leurs épaules, parce qu'ils sont en situation d'apprentissage, ce sont des élèves.
Et puis, bon, il ne faut pas non plus que les jeunes générations prennent tout le poids de ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc il faut faire très attention à la manière dont on présente les choses aussi. Voilà ce qui est important. Et la meilleure manière de lutter contre l'éco-anxiété dont on parlait tout à l'heure, c'est justement que les jeunes contribuent à l'action et qu'ils soient dans l'action. Merci beaucoup. Alors, il nous reste peut-être 5-6 minutes, donc peut-être le temps pour peut-être une ou deux questions. Je vois quand même pas mal de jeunes dans la salle. On est vraiment très heureux que vous soyez là. Donc n'hésitez pas à réagir. Madame en rose, vous avez levé la main en premier. Bonjour. Alors, je vous mets le contexte. À la maison, il y a 3 étudiants. Moi, qui ai repris mes études chez Schema, dans un MBA, mon ado de 14 ans et un petit de 4 ans. Donc j'ai une première question. Aujourd'hui, avec la dette de la France et malgré son premier investissement dans l'éducation, les performances éducatives selon PISA ne sont pas encourageantes. Dans ce contexte, comment le gouvernement envisage-t-il de continuer de garantir à financer cette initiative dans l'éducation? Et la deuxième, c'est lorsqu'ils sont jeunes, tout va bien, ils sont ouverts, réceptifs. Cependant, une fois qu'ils entrent dans l'adolescence, on va dire que le passé et le futur, ils ne connaissent pas. Ils sont présents, focus. Donc, arriver avec ces problématiques, on les perd complètement. Et je donne un exemple concret. Ma fille est en 3e, elle a fait son stage de 3e dans toute sa classe parce que j'ai quand même posé. Alors, moi, j'ai essayé d'être moteur en lui proposant des choses, des métiers liés donc à l'écologie, transition énergétique. C'était clair, net et précis. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon futur. C'est là où je vous dis, cette génération, enfin pas cette génération, cette partie d'adolescence, ils sont aujourd'hui. Hier et demain, ils ne connaissent pas. Et j'ai quand même été curieuse de savoir, dans toute la classe de 28 élèves, s'il y en avait eu au moins un qui était parti, je ne sais pas, biologie, enfin, non, aucun. Et donc, il n'y aurait pas peut-être quelque chose à faire de les réengager à ce moment-là, parce que je trouve que c'est là où on les perd complètement. Parce que c'est ça, c'est un ado. L'ado ne pense pas au futur. Déjà, ils ont du mal à penser à aujourd'hui, mais voilà, c'est ça. Quand ils sont jeunes, c'est magique. Quand ils sont jeunes, c'est magique. Et après arrive l'adolescence, même nous, parents, on a beaucoup de mal à leur penser au futur, quoi. Ouais. Voilà. J'essaye de répondre à une partie de la question. Votre deuxième propos, j'entendais il y a quelques jours des éléments d'un rapport de l'UNESCO qui dit que l'ignorance est aussi un mécanisme d'autoprotection contre l'éco-anxiété. C'est peut-être aussi symptomatique, tout simplement, de la façon dont on présente les choses aux jeunes. Si le futur n'est pas aussi désirable que l'on le souhaite, peut-être qu'on n'a pas trop envie d'y penser. Ce qui est donc important, c'est effectivement, et Coralie Noël l'a très bien dit tout à l'heure, il ne faut pas faire peser sur le poids de nos petits à l'école, au collège ou nos jeunes au lycée le choix des générations précédentes. Ce qui est très important, c'est qu'on montre aussi qu'il y a des solutions qui existent. Et notre travail ensemble, c'est de donner du pouvoir d'agir aussi aux élèves, mais le pouvoir d'agir, c'est pas tout de suite sur le futur ou un futur proche, c'est s'engager par exemple dans des études, c'est une façon de faire des choix aussi et d'agir soi-même dans le destin qu'on veut avoir. Ensuite, je crois que les élèves, ils s'engagent bien quand on est sur du concret aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup et je vois dans tous les projets éducatifs que nous menons, impulsés par le ministère de l'Éducation nationale, par exemple les aires éducatives. Vous savez, c'est une petite portion de littoral ou terrestre que les élèves... Alors, Eric Orsena a dit « j'adopte une rivière » ou « j'adopte un territoire », mais c'est le connaître. Voilà, je ne suis pas en train de penser à ce qui va se passer dans 10 ans ou 20 ans, mais je vais à la rencontre de mon patrimoine naturel, je le découvre, à la rencontre des acteurs du territoire, et je vais raconter aux habitants de mon village, il y en a de très beaux aussi en Bretagne, très bien, voilà. Je vais raconter aux habitants de mon village que j'ai compris de la beauté de mon environnement, comment j'ai envie de le raconter à mes concitoyens. Et ça marche bien, et on voit vraiment que l'engagement des élèves, il est fort. Et d'autant plus que pédagogiquement, moi je trouve ça très intéressant, c'est que les élèves vont faire du français, ils vont faire des pratiques sportives, ils vont faire des activités artistiques, ils vont travailler leur programme de géographie, tout en étant dans un contexte
différents. Je parlais tout à l'heure d'innovation pédagogique, et ça marche bien, et ça engage les élèves parce qu'ils deviennent des ambassadeurs de leur ère éducative, si je ne cite que ce dispositif, par exemple. Voilà. Oui, sans trop prolonger, mais complètement en accord. Je veux dire, l'association des petits débrouillards, c'est le public dont vous parlez. C'est pas que, bien évidemment, hein, je parle de 7 à 15 ans, d'ailleurs c'est un public particulier. Effectivement, on fait des fois des choses sur 15-17 ans, parce que c'est un âge un peu compliqué, et on fait par le jeu, par l'attractivité, par raconter l'histoire. On est beaucoup aussi sur le numérique, parce que nous, on s'occupe transition, je ne l'ai pas dit, numérique, transition écologique, et lutter contre toute discrimination, donc l'innovation sociale. Et donc, par le numérique, on a fait des films, les jeunes font des films. On adopte à chaque public, chaque cible, des dispositifs différents. On ne va pas faire la même chose avec des jeunes de 7 ans et des jeunes de 15 ans. On fait aussi des colonies un peu attractives pour faire connaître lui. Alors quand effectivement c'est la connaissance, raconter l'histoire et le savoir, ça marche très très bien. Alors je ne veux pas dire que... Et surtout, c'est important, pas de leur dire demain. Aujourd'hui, par exemple sur la question de l'alimentation, on a toute une exposition sur la question de l'alimentation et faire le lien entre culture et même cultuel aussi, hein, pourquoi telle et telle chose est consommée à tel ou tel moment. Donc à chaque fois, il faut s'adapter à son public et on a tout un tas d'outils, de livres, d'expos, de films et le numérique, on l'utilise beaucoup, on crée même un nouveau média, tout ça. C'est tout un tas d'instruments et je pars tout à l'heure en Bretagne voir les petits débrouillards bretons. Et puis on adapte, par exemple on parle des océans, on adapte notre public, l'Atlantique, c'est pas pareil que la Méditerranée. Et quand on est à La Réunion, on va travailler sur les discriminations d'une façon différente. Voilà. Excusez-moi, toujours trop longue. Merci beaucoup. Merci. Bonne question. Merci. On va juste passer à la dernière question. Il reste peut-être 1 ou 2 minutes. J'avais vu la question tout à l'heure là-bas. Allez-y. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des dispositifs qui existent, qui remplissent tous ces besoins-là, à la fois des besoins de fondement scientifique, des besoins également de participation pratique. Alors, je vais vous citer très précisément le dispositif CUBE, hein, parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, CUBES. CUBES qui a été développé donc, dans le domaine scolaire par le CEREMA. Le CEREMA et l'IFPEB, l'Institut français de la performance énergétique du bâtiment. Et alors c'est un dispositif pédagogique qui permet de faire participer les classes et les élèves eux-mêmes à l'analyse de la consommation énergétique de leur établissement. Donc ils vont aller mesurer très concrètement les déperditions énergétiques, ils vont faire des propositions concrètes pour limiter les consommations d'énergie et engager l'établissement dans la transition écologique. Donc ça c'était valable pour les collèges et les lycées. Et là il y a une nouvelle déclinaison qui vient d'être lancée l'année dernière qui s'appelle CUBE École pour les écoles, donc pour les écoles primaires cette fois. Et donc là vous voyez on est à la fois sur une participation pratique par la mesure directe de la consommation énergétique et en même temps avec des fondements scientifiques vraiment importants. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse donc, appuie ce dispositif-là, voilà, qui est vraiment très tourné vers la transition énergétique, la sobriété énergétique, etc. Frédéric Mathis, oui, ce sera le mot de la fin. Oui. Ah, wow. 2 choses du coup, je t'invite à venir voir l'école qui est Être Paris dans le 5e arrondissement. Ils sont en train de construire un bateau. On fait de la mécanique vélo, on fait de l'agriculture urbaine. Donc il y a plein de possibilités à mettre en place des choses en ville, à la campagne et partout. Juste, moi je voulais revenir et apporter un tout petit point, 3 petits points très rapides sur ce qui a été dit. La première chose, c'est qu'il faut quand même, il vient d'avoir une étude, 4 jeunes sur 10 présentent des troubles dépressifs. Il y a une grande dépression en France, c'était 13% en 2019. C'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique sur la question de la confiance et des confiances, je pense, des jeunes, que ce soit en soi, aux autres et aux institutions. Donc il y a tout un enjeu là-dessus, je pense, de reconstituer, de recréer cette confiance-là.
Et deuxièmement, parce que nous on traite des métiers manuels sur lesquels aujourd'hui on essaie de transiter vers les métiers du faire plutôt que des métiers manuels, parce que dans le manuel il y a aussi de l'intellectuel, donc il n'y a pas deux niveaux. On dit d'ailleurs que les métiers de demain seront des métiers de main, on l'a vu pendant l'épisode Covid, et donc il y a tout un enjeu aussi de recréation, de reconstitution, ou même de création d'un nouveau récit, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une situation de crise avec un grand S. Donc il y a tout un enjeu là-dessus, et je pense que faisons confiance du coup aux jeunes aussi pour créer ce récit positif pour l'avenir. Et rouler jeunesse. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous invite à quitter la salle pour, si vous souhaitez continuer les débats, et on va libérer la salle pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup à tous. Oui.